On en revient toujours à ce fameux équilibre, en tout cas. Et effectivement, quand on parle de sport, il y a le sport et le trop de sport pour certains. Donc, est-ce que, enfin, je suppose que ça intervient aussi, que quelqu'un qui va sortir et faire un marathon tous les 2 jours, l'équivalent d'un marathon tous les 2 jours, a probablement plus de chances de faire dysfonctionner le jeu que quelqu'un qui va courir ses 5 km par jour ou faire son heure de sport par jour gentiment. Tout à fait, c'est exactement cela. Et en réalité, la réponse à la question est-ce que les sportifs doivent prendre des antioxydants Mhm. ou non, eh ben, c'est toujours le juste milieu en fait. Et c'est le milieu entre les deux hypothèses, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, quand on détecte chez le sportif un état de surentraînement ou le syndrome du surentraînement, à ce moment-là, il est très important de supplémenter en antioxydants, d'enrichir l'alimentation en antioxydants, etc., de booster les défenses immunitaires, etc. On ne fait pas que supplémenter en antioxydants hein, quand on est en surentraînement, mais ça fait partie de la stratégie. Et quand on s'entraîne normalement, quand on est en bonne santé, quand on a des entraînements dans par exemple, des mésocycles ordinaires ou des mésocycles de récupération ou même parfois des mésocycles de choc qui sont assez courts d'une semaine. Donc là, il est absolument inutile de supplémenter, en tout cas, quand je parle de supplémenter, c'est-à-dire de prendre des compléments alimentaires ou des substances ergogéniques qui permettent d'améliorer donc le statut antioxydant du sportif. Maintenant, bien entendu, l'alimentation doit être équilibrée, doit être riche en aliments riches en antioxydants, surtout des fruits, des légumes, etc. Donc oui, dans ce cas, les antioxydants sont utilisés uniquement lorsqu'on a un surentraînement ou lorsqu'on a des mésocycles ou des blocs d'entraînement qui dépassent une certaine durée, une certaine intensité. Ok, merci pour ce volet plutôt sportif qui m'intéresse au combien évidemment. Alors, est-ce que tu peux me parler des molécules qui seraient les plus intéressantes pour le bon fonctionnement justement de la mitochondrie? Alors, on a plusieurs molécules. On avait cité certaines tout à Mhm. l'heure. On avait dit le NADH, qui est la forme bioactive de la vitamine B3. On avait parlé du FADH2, qui est la forme bioactive de la vitamine B2. On avait cité aussi le coenzyme Q10 ou la coenzyme Q10. On a aussi, contrairement à ce que disent certains et que certains pensent, on a aussi le fer qui est extrêmement important pour le fonctionnement de la mitochondrie. On retrouve le fer comme cofacteur dans le cycle de Krebs, et ça on avait parlé, expliqué plusieurs fois dans les précédentes vidéos. Donc c'est un cofacteur d'une enzyme au niveau du cycle de Krebs, donc ça fait tourner le cycle de Krebs. On a aussi le fer qui est cofacteur du complexe 1, du complexe 2, du complexe 3 au niveau de la chaîne de transport des électrons. Donc ça c'est extrêmement important c'est pour ça que les sportifs prennent du fer pour rester en forme, surtout les coureurs de fond et de demi-fond. Donc, tu parlais de marathoniens. Là, enfin, je ne connais pas de marathoniens qui ne prennent pas des suppléments de fer. Mhm. Donc, et ça a un effet réel parce qu'ils sentent ça réellement. Et donc, on a aussi d'autres molécules qu'on peut rajouter comme par exemple qui n'interviennent pas directement dans la mitochondrie, mais qui ont relation ou rapport avec le coenzyme Q10, dans la mesure où le coenzyme Q10 régénère ces molécules ou vice-versa. Donc on a la vitamine C, la vitamine E, l'acide alpha-lipoïque et même aussi le glutathion. Donc ça c'est très important. Le glutathion par l'intermédiaire de l'une de ces enzymes, là, la GPX ou la glutathion peroxydase, qui permet de régénérer l'acide alpha-lipoïque, qui lui-même régénère la vitamine C, la vitamine E, la vitamine et puis la coenzyme Q10. Et donc ça va aussi dans le sens contraire. Donc, on a toutes ces molécules en fait qui fonctionnent ensemble, et puis on a tout ce qui est antioxydant, puisque la coenzyme Q10, sa principale fonction, c'est l'antioxydation. Il faut aussi bien expliquer que la coenzyme Q10, c'est un antioxydant bien particulier. Ce n'est pas un antioxydant quelconque. La plupart des antioxydants, ou même la totalité, je dirais, des antioxydants, excepté la coenzyme Q10, vont agir, ne vont agir que lorsqu'il y a radicaux libres. Donc, lorsqu'il y a production de radicaux libres, on va donner des molécules pour
justement contrer et neutraliser ces radicaux libres, alors que pour le coenzyme Q10, c'est tout à fait différent. C'est la prévention des radicaux libres. Quand on a assez de coenzyme Q10, on n'a pas beaucoup d'électrons qui s'échappent et qui deviennent libres, et donc on n'a pas du tout de production, ou en tout cas on réduit la production de l'anion superoxyde. Donc ça, c'est un petit peu le mode de raisonnement. On a des antioxydants qui peuvent être synergiques avec la coenzyme Q10, et puis on a aussi des molécules qu'on retrouve dans la mitochondrie et qui sont essentielles pour le fonctionnement de la mitochondrie, y compris et avec donc le coenzyme Q10.